Et on va quitter provisoirement, rassurez-vous, le champ de la politique américaine, française, prendre un peu de hauteur, disons ça comme ça, pour aborder rien moins que notre conception de l'être humain qui évolue chaque jour grâce aux avancées de la biotechnologie. Ses limites sont sans cesse repoussées. Les découvertes à la fois en neurosciences, en génétique ou encore en robotique nous rapprochent de ce qu'on appelle depuis quelques années l'homme augmenté. Cet homme augmenté qui augure de belles promesses mais qui fait craindre certaines dérives aussi. Une exposition s'ouvrira dans quelques jours sur cette thématique à la Maison d'Ailleurs d'Yverdon, exposition intitulée Corps Concept qui évoque les enjeux de ce mouvement qu'on appelle donc transhumanisme. Maison d'Ailleurs dont nous recevons le directeur ce matin, Marc Atala. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité jusqu'à 8h. Vous êtes directeur de la Maison d'Ailleurs, mais aussi maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne, spécialiste de science-fiction. Vous y avez consacré il y a quelques années votre thèse. Je dis ça parce qu'on va parler d'Aliens dans quelques instants. On ne peut pas échapper à ce sujet. Le film sort aujourd'hui. On entendait notre critique il y a quelques dizaines de minutes, assez tiède, pour ne pas dire plus, sur ce film qui manque un peu de consistance et de scénario. Notre corps, c'est le sujet de votre prochaine exposition qui s'ouvre le 20 mai à la Maison d'Ailleurs. Quel rapport entretenons-nous avec notre corps au sein de la société post-moderne contemporaine? Est-ce que notre rapport à notre corps, Marc Atala, est encore sain? Bon, c'est un peu compliqué de répondre à la question de savoir si le rapport est sain. Ce qui est sûr, c'est que la perception, la conception qu'on a de notre corps aujourd'hui, et c'est un des buts de l'exposition, donc je ne veux pas trop y répondre pour laisser il faut laisser le suspense, le soin de se faire leur avis. C'est quand même quelque chose qui est assez étonnant, c'est-à-dire l'idée de l'augmentation, qui n'est pas récente finalement. On peut penser à des situations de la vie quotidienne qui sont assez banales. Vous avez mal à la tête, vous prenez une aspirine, vous ne savez pas très bien comment ça marche, ce que ça va produire. C'est déjà une petite augmentation. Mais c'est déjà une forme d'augmentation. On vit 50 ou 40, 50 ans de plus qu'il y a 150 ans. Donc évidemment, l'être humain est pris dans une sorte de mouvement historique où la capacité à vivre plus longtemps, à vivre mieux, à pouvoir rester plus jeune plus longtemps, à pouvoir recourir à des opérations, qu'elles soient chirurgicales ou qu'elles soient chimiques avec les médicaments, va permettre de pouvoir stabiliser ou d'atteindre certains objectifs qui m'a donné assez envie en fait de travailler sur cette question en me demandant des choses toutes simples. Est-ce que c'est si évident que ça? Voilà, vous avez aujourd'hui les enfants, même dans les écoles vaudoises, qui sont un peu hyperactifs, et on peut leur suggérer... Même dans les écoles vaudoises. On pourrait dire même dans les écoles vaudoises. C'était un peu ironique, non? Un petit peu, ouais. On pourrait leur suggérer, en tout cas à leurs parents, pour calmer les enfants, pour qu'ils aient plus de facilité de concentration, de prendre de la Ritaline, qui est un de ces médicaments qui fait fureur aux États-Unis, autant pour les enfants, mais aussi aujourd'hui pour les étudiants universitaires en phase d'examen, parce que c'est un médicament qui vous aide à vous concentrer. Ça paraît, le geste paraît complètement anodin. Finalement, on le fait déjà pour pas mal d'autres raisons. Mais quand on y réfléchit, on se rend compte que finalement, c'est pas rien. C'est pas rien, et ça justifie ou ça légitime une certaine conception du corps. Un corps qui est toujours un peu handicapé, qui est toujours une sorte de brouillon, qui dysfonctionne en permanence, et que la science médicale en particulier peut remettre dans le droit chemin, voire même faire atteindre en fait un objectif une stabilité plus grande. Vous vous rappelez sûrement comme moi cette espèce de vieil adage qui disait qu'on n'utilisait que 10% de nos capacités Einstein cérébrales. Qui aurait dit ça à l'époque. Ouais. Voilà, ce qui pose quelques problèmes, puisque pour pouvoir utiliser 10%, il faut que quelqu'un connaisse le 100%, sinon c'est compliqué d'avoir le ratio. Mais en gros, cette idée que l'être humain est en dessous de ce qu'il pourrait atteindre, et qui va donc utiliser les découvertes scientifiques pour s'augmenter. Et c'est cette question que j'ai voulu inspecter avec l'équipe de la Maison d'Ailleurs. Alors c'est très intéressant. Ce transhumanisme n'est-il au fond que l'exploration de nos propres possibilités? Alors postulant qu'on n'utilise qu'un petit nombre, alors on ne peut pas dire 10% parce qu'effectivement il faudrait connaître la totalité. Est-ce que c'est ça? C'est la découverte de nous-mêmes, il n'y aurait rien d'artificiel, juste l'exploration de nos propres compétences. C'est ça le transhumanisme aussi? Ou c'est quelque chose de plus délétère? Parce que vous citiez l'exemple de l'aspirine qu'on prend quand on a mal à la tête. Où s'arrête, où commence le transhumanisme? Est-ce que c'est pas déjà du transhumanisme, le fait de prendre un médicament? Alors c'est un des points de vue assumés par l'exposition, c'est que le transhumanisme comme mouvement idéologique, en l'occurrence c'est un nom qui vient en fait qualifier un ensemble de mouvements idéologiques qui parfois sont assez différents les uns des autres, qu'on voit toujours de manière un peu suspicieuse, toujours dans le canton de Vaud, mais aussi en Suisse ou dans le monde francophone, parce que c'est américain, donc c'est forcément un peu louche, il y a peut-être un peu de religion là derrière. Et un des buts de l'exposition, c'était à la fois de présenter, non pas ce mouvement, mais le fait que ce mouvement
en fait la pointe de l'iceberg de quelque chose de beaucoup plus vaste, d'un mouvement historique beaucoup plus vaste qui correspond à une modification de l'être humain qu'on voit apparaître au XVIIIe siècle déjà, qui va évidemment prendre beaucoup d'importance au XIXe siècle avec la montée en puissance de la médecine moderne, la médecine expérimentale moderne. Et puis aujourd'hui, quand vous dites, bon, bah, ça serait bizarre d'uploader de télécharger son esprit ou sa conscience dans un ordinateur, on va dire, ouais, c'est quand même vraiment bizarre. Mais imaginez, il y a 150 ans, de pouvoir dire qu'on peut avoir un médicament qui permet aux gens de se concentrer de manière... Au fond, c'est la même démarche intellectuelle. Alors, c'est un peu la même démarche intellectuelle. Et le but de l'exposition était de montrer qu'on est dans ce mouvement historique, mais par contre, en retour, ce mouvement historique renvoie une image du corps humain, qui est notre corps à nous, qui va faire que on va en fait très bizarrement, et c'est ce paradoxe que j'ai voulu exemplifier dans l'exposition, on veut à la fois, on investit énormément d'énergie et d'argent, pense à la chirurgie esthétique, sur notre corps pour le rendre plus, alors beau, performant, ceci et cela, mais en même temps, ce geste même semble démontrer à quel point on le hait tel qu'il est. Et ce paradoxe, la haine du corps et l'amour du corps, pose une énorme question à l'être humain. C'est finalement comment s'accepter. Qu'est-ce que c'est que le corps? Qu'est-ce que c'est que l'être humain? Est-ce que le corps n'est qu'un véhicule qui, en fait, doit être perfectionné ou, on va dire, augmenté pour que l'être humain atteigne une sorte de bonheur ou d'épanouissement personnel, ou au contraire c'est quelque chose d'autre, quelque chose qui fait partie, dans sa forme on va dire naturelle entre guillemets, qui fait partie d'un processus d'individuation personnelle. Alors c'est un petit peu ces paradoxes qu'on a voulu explorer à travers la science-fiction, donc des figures très connues comme le cyborg, qui est évidemment un être hybride entre technologie et humain, mais qui est une métaphore, qu'on a voulu aussi inspecter par le biais de la marchandisation du corps, le corps comme objet, le corps comme machine, enfin tous ces espèces de qualificatifs qu'on donne au corps. Est-ce que votre corps à vous, par exemple, est-ce que votre perception de votre corps, c'est un ensemble d'organes un peu connectés entre eux qu'on peut déplacer, bouger, ou est-ce que c'est autre chose? La question, c'est celle de la limite, Marc Attala. Est-ce qu'il faut en placer une, ou est-ce qu'on la place? Est-ce qu'on la place à l'aspirine? Est-ce qu'on la place à l'homme bionique? On remplace un membre qui n'existe plus par un autre artificiel? Est-ce qu'on recherche des modifications génétiques pour aller mieux? Est-ce que la question philosophique n'est pas celle avant tout de la limite, en numéro 1, et 2, qui la met cette limite? Alors, la question est très très bonne dans le sens où effectivement c'est une question de limite. On pourrait très bien imaginer qu'il n'y a pas de limite. Notre réaction aujourd'hui à certains mouvements du transhumanisme, plutôt un peu défavorable, type le diagnostic préimplantatoire par exemple, qui permet de sélectionner les embryons, on va dire ouais bon c'est un peu too much. Mais qui dit ça? Pourquoi? Selon quels critères? C'est vraiment ça la question. Mais, et puis dans 50 ans la question se posera autrement. Par contre ce qui est sûr c'est qu'une des choses que j'avais vraiment envie d'articuler, c'était le fait qu'aujourd'hui cette limite elle nous est imposée. Autrement dit, c'est pas vous qui choisissez votre conception du corps, c'est le monde médical qui vous l'impose. Si vous imaginez par exemple... Et le monde politique aussi qui fait les lois. Ouais. Et voilà, et le monde politique aussi. Alors moi l'intérêt c'était de revenir à l'individu qui disait quelle est la perception que vous avez de votre corps avant de le réduire à un concept, d'où le corps concept, le titre de l'exposition. Avant de vous dire que vous êtes une somme d'organes, quelle est la perception que vous avez? C'est la définition de l'individu que vous poursuivez là. C'est ce qui est travaillé par la Maison d'ailleurs depuis pas mal d'années à travers toutes les expositions, c'est de revenir au citoyen, revenir à l'individu dans sa capacité à se réfléchir ou à se comprendre lui-même. Bien sûr qu'on est entouré de paradigmes, de modèles, de théories qui viennent nous dire vous voilà ce que vous êtes, vous voilà ce que vous devez penser. Non, vous pensez bien que votre âme n'existe pas, mais votre perception à vous c'est quoi? Et des fois en revenant à cette perception peut-être toute simple, qui est un courant philosophique par ailleurs qui est né au 19e siècle, en revenant à soi, c'est pas tellement qu'on va contrer, le but c'est pas de faire de la subversion contre le monde scientifique, mais de le penser. Parce qu'évidemment, quand vous acceptez une théorie du corps, indépendamment finalement de votre capacité à y réfléchir, alors vous êtes soumis, un peu esclave à cette théorie, ce qui peut vous amener parfois, et dans des cas un peu litigieux, à vivre des expériences traumatisantes. Mais si vous êtes capable de penser, de réfléchir, et donc d'interagir avec le corps médical, avec le corps politique, avec vos amis ou autres, alors j'ai l'impression que là, le débat se noue, et le débat bien plus intéressant. On a évacué l'âme, par exemple, très rapidement au 19e siècle, il n'y a plus d'âme,
mais la plupart des humains, dès qu'on leur demande de réfléchir à leur conception d'eux-mêmes, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui survit, on ne sait pas trop pourquoi, qui est cette espèce d'âme auparavant religieuse. On a la peine à nous dire que notre intelligence, notre conscience n'est finalement que le produit d'un phénomène purement physique ou physico-chimique. On a l'impression qu'il y a une forme de mysticisme là derrière, indépendamment du fait que ce mysticisme n'est pas nécessairement religieux. Absolument. Et moi, je reviens sur le mot individu, c'est un beau mot. Enfin, individu, étymologiquement, qui ne peut être divisé, c'est ça? Alors c'est exactement ça, et aujourd'hui on se rend bien compte, les gens qui ont fait des expériences médicales parfois douloureuses se rendent bien compte comment le patient en tant qu'individu, en tant qu'entité complète, est parfois réduit, conceptualisé, toujours d'où le titre de l'expo, conceptualisé à son foie dysfonctionnel ou à tel et tel microbe ou telle et telle bactérie. Or, personne ne fait jamais cette expérience. Quand vous avez une bactérie ou un virus, vous avez toujours un état général qui change, psychique, physique, etc. Et toutes ces composantes qu'on sépare peut-être par commodité, le risque c'est quand on les sépare vraiment, quand on dit qu'elles n'existent pas. On revient à la division. Voilà. Et moi je suis assez contre cette notion de division et j'ai l'impression bizarrement que par le biais du travail artistique aujourd'hui, par le biais de la science-fiction, des métaphores de la science-fiction, on peut amener un débat social sur la question de refuser la capacité à diviser l'humain pour essayer de retrouver cette unité, et parce que sans cette unité, on ne peut pas penser. Hein, du moment où vous divisez, alors vous êtes dans une sorte de pensée complètement instrumentalisée par d'autres types de savoirs théoriques, mais du moment où on se recentre, on se re-individualise, alors on est capable de poser un discours, de réfléchir à soi, et puis de créer un débat social qui va faire avancer la réflexion, qu'elle soit philosophique, politique ou médicale. Bon, l'autre question, la troisième question philosophique du jour, Marc Atala, c'est, et là peut-être la science-fiction y répond, même certainement, de quoi mourrons-nous? Parce qu'au fond, l'enjeu central sur le plan médical, avec cet homme augmenté, c'est d'essayer de vieillir le plus possible en bonne santé, mais au fond, si on vieillit en bonne santé, qu'est-ce qui nous fera mourir? Alors, à part un accident de voiture, mais un accident de voiture ne sera plus possible vu que les voitures seront autonomes et qu'elles ne feront plus d'erreurs. Donc qu'est-ce qui nous fera mourir? L'important c'est peut-être de continuer à mourir avant de savoir de quoi nous allons mourir. Mais on mourra de quoi? Mais c'est vrai que la question se pose... Si on est en bonne santé et qu'on n'a plus d'accident de voiture. Je crois que ce qui est intéressant dans le transhumanisme et qu'on voit depuis aussi la définition de la santé de l'OMS en 1946, c'est pas tellement le fait que notre vie ou notre mort va profondément changer. C'est plutôt le fait qu'on aimerait se diriger vers une utopie où cette mort, par exemple, où la souffrance pourrait être soit évacuée. Il y a des courants du transhumanisme qui veulent abolir la mort, tuer la mort. On n'a jamais réussi jusqu'à maintenant. On peut vivre un peu plus longtemps, mais on meurt toujours de maladies. On meurt aussi toujours peut-être de fatigue psychique. On ne sait pas très bien les causes toujours de la mort. Hein. C'est compliqué de dire voilà de quoi vous êtes mort. Alors c'est facile quand c'est un cancer, mais finalement le nombre de paramètres qui rentrent en jeu et qu'on va pouvoir analyser pour savoir quelle est la cause de la mort est quand même relativement complexe quand on voit la complexité de l'humain. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt cette utopie. Pourquoi la question de vouloir ne plus mourir se pose? Alors qu'elle soit fantasmatique, c'est bien, parce que du moment où c'est un fantasme, on peut vouloir réaliser le plus de choses dans la vie. Mais le plus grand risque si on mourait plus, c'est qu'est-ce qui se passe pour les générations d'après? Est-ce qu'on va continuer à donner la vie? Est-ce qu'on va continuer à vouloir faire des choses? Qu'est-ce qui va donner du sens à notre vie? Alors plutôt de savoir de quoi nous allons mourir, ma question c'est plutôt comment est-ce qu'on va vivre si on mourait plus? J'aime bien votre façon de retourner le problème et je commence à avoir le vertige un peu. Au fond, on parlait de la science-fiction. Il y a, je le disais il y a quelques instants, un film qui sort ce soir qui s'appelle Alien. Je ne sais plus si c'est le 4e, le 5e ou le 6e. De toute façon, on a des préquels, des séquels, tout ça devient assez complexe. Vous irez le voir, ce film, évidemment. Ouais. On entendait une critique assez mitigée, pour ne pas dire plus, tout à l'heure. Alien, c'est une créature physique dans un film, en tout cas de science-fiction. C'est une créature suisse, c'est Giger, évidemment, le papa de cette petite créature. On retombe un peu dans le transhumanisme, là, avec Alien, non? Oui, on a de la peine à analyser toujours les films de science-fiction. C'est une chose qui restera un des grands mystères insondables de l'existence pour moi, enfin, en tout cas intellectuel. Même pour vous, oui. C'est que dès que vous avez des films de science-fiction qui sortent, on a de la peine à comprendre, à les décrypter, alors qu'en fait, finalement, ça nous parle de notre quotidien. Pour référence à Giger a lancé un grand mouvement qu'on appelle le biomécanisme, et on sait que la plupart de son travail artistique est une réflexion sur l'hybridation entre le corps organique et le corps technologique. Hein, si vous prenez la plupart des toiles de Giger, vous avez cette espèce d'hybridation, une rationalité très forte, un corps très technologique, mais en même temps très organique. Et cette espèce de métaphore d'une humanité qui est en train de s'hybrider avec la technologie, si vous voulez, le Alien, c'est le pendant
horrifique du cyborg dans la science-fiction, on va dire un peu plus pépère, de l'homme qui valait 3 milliards des années 70. Et donc, si Alien continue à exister aujourd'hui, c'est aussi peut-être parce qu'il y a quelque chose dans cette créature qui revient importante aujourd'hui. Quand vous avez les films des années 70, 79 et puis les suivants, vous êtes vraiment dans la question de l'extraterrestre rationnel qui peut venir contaminer, un peu comme la bête dans le livre de la Genèse, qui attend au bord de la porte pour venir en fait s'accoupler avec. Oui, c'est presque une créature biblique, effectivement. C'est clairement biblique. On sait aussi les problématiques de Giger par rapport à la religion. Le préquel, donc Prometheus, sorti il y a quelques années, puis maintenant la suite de Prometheus avec Covenant, on va remettre en avant l'importance des manipulations génétiques. Cette créature, elle est née de sorte de manipulation un peu particulière, un peu freudienne comme ça, où soudainement aujourd'hui, ce que semble nous dire la créature, et comme quoi Giger est toujours d'actualité, même s'il l'avait évidemment pas prévu, c'est à quel point aujourd'hui on est dans ce mouvement avec le transhumanisme, dans cette hybridation encore plus grande avec la technologie. En gros, cette créature, c'est un peu nous, c'est un peu notre propre némésis, c'est un peu notre propre manière de vouloir absolument nous hybrider avec la technologie, nous accoupler quelque part avec la technologie dans la fantasmatique de Giger, et puis évidemment avec tout l'aspect mortifère de cet accouplement-là. Donc indépendamment de la qualité du scénario, c'est un film qui coûte cher, il faut convaincre plein de monde, donc tout le monde nous parle du scénario du film. Ce qui est intéressant, c'est comment cette métaphore, comment cette image continue à nous parler, et que même si on va avoir des critiques qui vont dire que c'est pourri, vous allez avoir des millions de gens qui vont aller voir ce film et qui vont recevoir cette métaphore, qui vont la recevoir en tout cas avec leurs tripes, leurs émotions, et qui va en fait soudainement résonner avec tous ces mouvements. Prenez des médicaments, transformez-vous, avancez, soyez plus compétents, soyez plus performants, soyez plus conquérant. Et que fait la créature d'Alien au fur et à mesure des films? Plus performante, plus conquérante, plus organique, plus humaine, de plus en plus humaine. Et ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant comme phénomène, indépendamment de la qualité esthétique du film. Plus performante, plus conquérante, comme le nouveau président français. Vous me voyez la transition venir, Marc Atala. C'est le jeu. On soumet les invités à la lecture de quelques articles de presse. Un détour par la machine à fabriquer Emmanuel Macron. Valérie Drousset dans le temps. Oui, la machine, on n'est pas loin. Un article qui se penche sur les 3 documentaires diffusés cette semaine à la télévision française sur les coulisses de la campagne du désormais président élu de la République française. Et il donne le ton d'entrée de jeu, esprit critique, s'abstenir. Ces documentaires tissent la légende du futur président, illustrent le miracle Macron qui a déferlé sur la France. Il présente une campagne conçue comme aucune autre, en apparence improvisée, mais en réalité scénarisée comme un récit. Pas étonnant, pourrait-on ajouter, pour un candidat qui fut assistant et proche du philosophe Paul Ricoeur. Tout est présenté sous un jour favorable, tant la télévision française veut absolument son couple de légende, est une journaliste de CNN. Pas de tension entre le candidat et Madame Macron ou son entourage. Enfin, le fait le plus saillant, relève l'article, c'est la mutation télévisuelle de cette campagne. Caméras et médias sociaux ont pour la première fois régné en maître. C'est pas de la science-fiction, il est vraiment élu, c'est pas un alien, c'est un homme. D'aucuns diront que c'est un surhomme pour être président. Vous avez suivi tout ça avec intérêt, Marc Atala? Pas tellement avec intérêt, mais j'ai suivi tout ça. D'ailleurs, c'était difficile de ne pas suivre ça avec intérêt, de manière proche. Je trouve assez intéressant ce que vous venez de dire, parce que j'aime bien cette notion aujourd'hui de récit. On appelle ça storytelling en français. Oui, alors c'est pour ça que un proche assistant de Ricoeur aurait été très contre le storytelling. Lui qui a plutôt essayé de réhabiliter la fiction comme manière de comprendre le réel. Et ici, on voit déferler ce système qui est quand même relativement dangereux, qui est le storytelling, qui est un système américain, où on fait semblant. On fait semblant, mais quand vous lisez un roman, c'est marqué sur la couverture roman, vous savez normalement que ce qui est écrit à l'intérieur est fictionnel. Quand vous faites du storytelling, mais ça, c'est vieux comme le monde, le storytelling. C'est vieux comme le monde, pour faire élire des gens, des dirigeants, oui, etc. c'est un mot qui, en fait, avait un correspondant en français avant qui s'appelait la propagande. Oui, il me semble, oui. C'est-à-dire que le problème du storytelling, c'est que soit vous faites de la fiction et vous assumez votre récit comme une fiction. Type, j'ai envie de construire une image de moi et vous l'assumez. Et vous ne trompez pas le lecteur ou ici les spectateurs. Ou alors vous ne dites pas ça et vous faites donc comme si tout ça était complètement un peu contingent. Mais vous imaginez un politique qui dirait la vérité? Évidemment pas, mais ce qui est troublant, c'est de voir un politique qui ne va pas dire la vérité, où tout le monde sait qu'il ne va pas dire la vérité, mais qui fait semblant d'être pris dans son parcours de vie comme si tout ça était complètement naturel, et qui va générer une image de sympathie en règle générale, qui finalement fait qu'on se pose la question de est-ce qu'on vote pour l'image, le récit proposé, ou est-ce qu'on vote pour le programme politique? Ça serait intéressant de voir nos élus vaudois commencer à faire des récits de vie. Qu'est-ce que vous avez avec le canton de Vaud, Marc Atala? Mais rien, puisque je suis vaudois. Vous citez beaucoup les Vaudois ce matin. Mais je trouve intéressant ce retour de manière
complètement improbable de la fiction, alors qui a été lancée dans les années 80 par Ricoeur en France, et puis qui arrive aujourd'hui, qu'on voit partout dans la vie des personnages politiques, comme si aujourd'hui, si vous n'êtes pas d'abord un être humain pris dans un monde fictionnel, et que vous racontez ça avec toutes vos valeurs, etc., comme si vous aviez plus ça, vous n'existiez plus. Hein, comme si tout ce qui nous entourait se fictionnalisait dans le sens, alors justement, de ce récit de vie articulé, pensé de manière stratégique, mais présenté comme quelque chose de tout à fait normal et pas du tout construit. Et c'est ça qui me dérange un peu plus. Quand la fiction reste dans les romans, on se plante pas, on se leurre pas, mais quand elle arrive à faire semblant de ne plus être de la fiction, alors ça devient un peu problématique. Je vous rappelle que Don Quichotte est mort fou avec cette histoire. Mon Dieu, vous allez là aussi nous donner un peu le vertige. Bon, deuxième sujet, c'est aussi un outil profondément humain, la langue. En Suisse alémanique, le combat autour du programme d'harmonisation scolaire, l'air plein de 21, ne faiblit pas. Esther Coco, avec souvent au cœur du débat, donc, l'apprentissage de la langue française au primaire. La NZZ propose l'interview d'un économiste de la formation, Stéphane Voltaire. Stéphane Voltaire est un partisan de l'apprentissage précoce. Il s'appelle vraiment Voltaire ? Oui. Ah, mais W-O-L-T-E-R. Oui, c'est vrai, j'avais pas fait le lien avec le français. Oui, non, c'est germanique comme nom. Et donc, il est partisan de l'apprentissage précoce des langues étrangères. Aujourd'hui, le débat en Suisse alémanique tourne beaucoup autour de cette question. Forcer les petits alémaniques à apprendre en parallèle l'anglais et le français, n'est-ce pas trop leur demander ? Eh bien non, répond Stéphane Voltaire. Plusieurs études menées sur le plan international prouvent au contraire que l'apprentissage d'une langue étrangère facilite l'acquisition d'une autre et qu'un enseignement plus lent, effectué sur plusieurs années, conduit à de meilleures compétences. Alors selon lui, le désamour du français joue donc un rôle dans ce débat en Suisse alémanique. C'est évidemment plus difficile pour les germanophones d'apprendre une langue latine que l'anglais, et ce n'est pas l'argument de la cohésion nationale qui va faire mouche auprès de nos enfants. Non, le facteur clé, c'est la motivation des enseignants et leurs propres compétences linguistiques. Bon, je vais vous donner 30 secondes, désolé, pas plus, Marc Atala. Est-ce que ça vaut encore la peine de se battre pour des langues, au fond, avec les traducteurs automatiques? On n'aura plus besoin de parler les langues dans quelques années, non? Je pense que ma réponse va vous surprendre, mais moi je pense que c'est très important. La capacité... apprendre une autre langue, c'est apprendre une autre manière de penser. Hein. On sait à quel point les langues ne sont pas compatibles tellement entre elles. Ouais. Hein. Parler l'allemand ou parler l'anglais ou le français, ça a accédé à une pensée spécifique qui est liée à l'articulation des mots. Et donc je pense, pour éviter le côté orwellien, qui était une actualité d'il y a 2 mois, pour éviter de réduire non pas seulement la langue, mais les langues, finalement, plus l'enfant est capable d'apprendre des langues qui ne sont pas des disciplines, mais qui devraient être présentées comme des manières, des accès à des cultures, des accès à des pensées qui seraient impossibles d'avoir dans telle et telle langue. Et on sait par exemple, pour les langues très diverses comme le japonais, le chinois ou autre, à quel point d'accéder à une culture sans posséder la langue, c'est impossible. Alors c'est clair que ça paraît un peu différent pour l'allemand et le français, mais moi je suis alors profondément pour, même si j'ai toujours été une pive en allemand, mais parce que je pense que c'est, et je le regrette profondément aujourd'hui, c'est une manière d'apprendre à penser différemment. Très bien, beau plaidoyer pour les langues. Marc Atala, on pourra découvrir prochainement votre exposition sur le transhumanisme dont le vernissage aura lieu le 20 mai prochain, c'est ça? 20 mai dès 17h à Verdun-le-Bain, vous êtes bienvenus, c'est gratuit. Alors là, ça va attirer encore plus de monde. Merci Marc Atala d'avoir été notre invité.